Salam alaikum. Alors, toujours dans le chapitre sur les théories de la demande de monnaie, aujourd'hui, on va examiner la demande de monnaie chez Milton Friedman, chef de file de l'école monétariste. Les deux théories que nous avons examinées sont l'école classique et l'école keynésienne. Rapidement, nous avons vu avec l'école classique qu'il n'y a pas, à vrai dire, une véritable théorie de la demande de monnaie, dans le sens où l'on croit à la thèse de Jean-Baptiste Say, donc la monnaie n'est pas détenue pour elle-même, et les classiques croient bien à la dichotomie et à la neutralité de la monnaie. Et si influence il y a de la monnaie, celle-ci n'influence que sur le niveau général des prix. Avec Keynes, nous avons vu qu'il y aurait une rupture totale avec la thèse classique, dans le sens où Keynes va élaborer une théorie plus générale sur la monnaie, l'intérêt, l'impôt et l'emploi, et dans cette théorie, il va rompre donc sur plusieurs dimensions avec l'école classique, sur la question de la neutralité de la monnaie, en considérant que, en mettant en place une approche intégrationniste de la monnaie. Bien sûr, Keynes va adhérer à une analyse de courte période, et bien sûr, Keynes va élaborer une nouvelle conception de la monnaie en tant que bien public, institutionnel et politique. Keynes, bien sûr, va rompre, surtout lorsqu'il considère que les agents économiques manifestent un comportement psychologique vis-à-vis de la monnaie en ce qui concerne leur préférence pour la liquidité. Et donc, la monnaie, selon Keynes, est détenue pour elle-même. Cette hypothèse de la préférence pour la liquidité va poser le premier jalon pour Milton Friedman, qui va prolonger, bien sûr, la théorie keynésienne en réhabilitant, bien sûr, le quantitativisme classique. Milton Friedman, voilà, c'est l'école monétariste, et lorsqu'on parle de monétarisme, vous notez, le monétarisme s'applique à tous les courants de pensée qui privilégient la monnaie dans l'explication, bien sûr, des fluctuations économiques. Bien sûr, les trois axes du credo monétariste sont les suivants. Pour les monétaristes, ce qui caractérise le monétarisme, trois éléments caractérisent le monétarisme. Premièrement, les impulsions monétaires sont déterminantes dans les variations de la production, de l'emploi et des prix. Deuxième caractéristique, l'évolution de la masse monétaire est l'indicateur le plus sûr pour mesurer l'impulsion monétaire. Troisième caractéristique du monétarisme, c'est que les autorités monétaires peuvent contrôler bien sûr l'évolution de la masse monétaire au cours du cycle économique. Bien, si vous voulez, j'ai dit que le Milton Friedman a prolongé l'école keynésienne et il a réhabilité le monétarisme. Il a réhabilité le monétarisme, si vous voulez, sur trois aspects essentiels. Premièrement,
l'école monétariste est une école ultralibérale, elle est libérale, donc elle croit au même titre que l'école classique à ce qu'on appelle l'automatisme euh, du marché, c'est-à-dire que l'équilibre est automatique. Et bien sûr, tout interventionnisme de l'État ne peut venir que pour déstabiliser, bien sûr, l'économie. Deuxième élément, deuxième aspect important de réhabilitation du quantitativisme chez Friedman, c'est la neutralité de la monnaie. Seulement là, il faut nuancer un petit peu parce que pour Friedman, la neutralité de la monnaie est repoussée dans le court terme, mais elle est retrouvée dans le long terme. Elle est retrouvée dans le long terme par le jeu de forces rééquilibrantes qui, bien sûr, appartiennent elles-mêmes à l'ordre des phénomènes réels. Troisième élément de réhabilitation, c'est que généralement, Milton Friedman considère que la monnaie est toujours, que l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on appelle le néo-quantitativisme. C'est ça le néo-quantitativisme. Alors, pour Friedman, il considère que l'inflation, elle est toujours monétaire. Seulement, avec des nuances près. Avec des nuances près parce que si on prend les études faites avec Schwartz sur les États-Unis, Milton Friedman le dit clairement, là, il va nuancer un petit peu, que les variations de la masse monétaire sont une conséquence aussi bien qu'une cause des variations du revenu nominal et des prix. Autrement dit, tout accroissement de la masse monétaire n'engendre pas nécessairement l'inflation. Et là, donc, c'est à des nuances près. Friedman, donc, se trouve un peu nuançable vis-à-vis du quantitativisme classique. Donc, parfois, je veux dire que chez Friedman, la relation elle est biunivoque. Tantôt la masse monétaire influence l'activité économique, tantôt l'activité économique influence la monnaie. Et donc cette thèse friedmanienne, bien sûr, quoique c'est une nuance du quantitativisme classique, il n'en demeure pas moins qu'il va donner, bien sûr, lieu à une vaste littérature par la suite pour à des théories qui vont venir par la suite et des études empiriques qui vont examiner davantage la relation entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Bien. Alors, les divergences, si vous voulez, avec Keynes, pour Friedman, il va élaborer une conception plus large de la richesse. Alors, voilà le schéma qui est devant vos yeux, vous montre les divergences entre Keynes et Friedman. Alors, en ce qui concerne la théorie de la demande de monnaie, pour Keynes, le calcul des agents porte sur un arbitrage entre actifs monétaires et actifs financiers. Là pour Friedman, il va donc élargir le patrimoine de la richesse. Alors, au lieu de faire l'arbitrage entre les actifs monétaires et financiers, les agents économiques vont faire donc, bien sûr, l'arbitrage entre plusieurs actifs monétaires, financiers, voire humains. Tout ce qui est donc aptitude, travail, etc. Donc, la fonction de demande de monnaie chez Friedman va retenir donc les différentes composantes du patrimoine dont il est question.
Alors, le deuxième élément qui caractérise la fonction de demande de monnaie. La fonction de demande de monnaie chez Friedman dépend de trois facteurs essentiels: le patrimoine, le taux d'intérêt et les prix. Au niveau général, au niveau des prix, Friedman considère que le niveau général des prix intervient dans la mesure où ces variations affectent la valeur réelle des encaisses monétaires. C'est normal. Lorsque vous prenez par exemple le cas où les prix augmentent, lorsque les prix augmentent, vous êtes d'accord avec moi, les encaisses vont diminuer, n'est-ce pas? Et si les encaisses diminuent, alors bien sûr, les agents économiques, bien sûr, cherchent à se débarrasser de la monnaie, hein, c'est-à-dire le coût d'opportunité de la monnaie augmente. Le coût d'opportunité de la monnaie augmente. Alors les gens vont s'orienter vers les actifs, les autres actifs, hein, en délaissant la monnaie. Et vice-versa. Lorsque les prix diminuent, c'est le schéma inverse qu'on va bien sûr retrouver. Au niveau des taux d'intérêt, et là, Friedman ne va pas s'éloigner de Keynes. Il va maintenir donc la belle relation inverse entre les taux d'intérêt et les cours des actifs. En ce qui concerne le coût d'opportunité, bien sûr, c'est quoi le coût d'opportunité de la monnaie? Il traduit le manque à gagner en renonçant à posséder d'autres actifs portant intérêt. Par exemple, lorsque je garde la monnaie au lieu de garder les actifs. Bien sûr, le moment où je garde la monnaie, la période dans laquelle je garde la monnaie, il y a des opportunités qui se présentent, des actifs qui peuvent rapporter. Alors moi, je vois devant moi des actifs qui rapportent et pourtant je garde la monnaie. Donc il y a un coût que je paye. C'est le manque à gagner en détenant la monnaie. C'est ça le coût d'opportunité. Alors lorsque le coût d'opportunité de la monnaie augmente, bien sûr, le rendement des actifs non monétaires va augmenter et les gens, bien sûr, vont se débarrasser de la monnaie. Et inversement, lorsque le coût d'opportunité diminue, c'est le schéma inverse qu'on va retrouver. Troisième élément, le patrimoine ou bien le revenu permanent. Et là, on va pas approfondir sur le revenu permanent parce que c'est un peu trop sophistiqué. On va être trop simple dans la définition du revenu permanent. Tout simplement. Friedman va rompre avec Keynes. C'est ça la nouveauté, c'est ça l'originalité de Friedman. Il va prendre le revenu étalé sur la longue période. Même la période anticipée dans le futur. Il va prendre en considération le revenu du futur, c'est-à-dire le revenu de longue période anticipé par les agents. Hein? Il correspond donc à la richesse totale, alors que chez Keynes, on prend le revenu courant. Alors, bien sûr, vous allez me dire comment on calcule le revenu permanent. La réponse de Friedman est très simple. Il suffit tout simplement, bien sûr, d'adopter la méthode d'actualisation, sachant que le patrimoine il est formé, bien sûr, des actions, des obligations, des actifs réels, etc., etc. La méthode, c'est sigma de tous ces actifs, mais en adoptant la méthode d'actualisation. Et c'est sur la base de ce revenu permanent qu'on va formuler la théorie de la demande de monnaie qui prend la forme suivante. Vous allez voir que c'est une fonction un peu complexe, mais elle est riche, parce qu'il prend plusieurs variables qui n'ont pas été envisagées chez Keynes. Alors bien sûr, vous avez MD, c'est la fonction de demande de monnaie. Bien sûr, qui est bien sûr fonction de Y qui est le revenu permanent. RB, c'est le taux d'intérêt pour les obligations. RE, taux d'intérêt pour les titres.
et dP sur dt, c'est le niveau général des prix. Et bien sûr, vous avez W, c'est la richesse matérielle et humaine. Et U, c'est les incidents. Hein. Certains préfèrent qualifier U du goût de préférence. Voilà, à la suite de Friedman, un post-keynésien, un nouveau keynésien, Baumol, va élaborer une théorie de la demande de monnaie en utilisant ce qu'on appelle, en prenant en compte les coûts des transactions, hein, supportés par l'échange entre les monnaies et les titres. Si vous avez des monnaies et vous voulez les échanger contre les titres, vous allez supporter des coûts que Baumol a appelés des coûts de transaction. Mais la théorie des coûts de transaction, bien sûr, n'est pas le fait de Baumol. Donc, c'est une théorie très ancienne, bien sûr. Mais Baumol cherche à l'investir dans la théorie financière. Dans la théorie financière. Alors, si l'échange se fait sans coût, s'il n'y a pas de coût de transaction, nous dit Baumol, les agents auraient avantage à détenir des titres plutôt que la monnaie. Ça, c'est une nouveauté. Hein? Les agents auraient avantage pour bénéficier des rendements élevés à détenir des titres plutôt que de la monnaie. Ça, c'est très important. Alors, que cherche Baumol? Il cherche à déterminer une fonction de demande de monnaie qui maximise le revenu des agents. Et bien sûr, ça a relation avec le montant des dépenses à effectuer, le taux d'intérêt et les coûts de transaction qui vont être des données. Il va prendre donc les dépenses, taux d'intérêt et les coûts de transaction des données. Alors donc, il s'agit tout simplement d'une gestion optimale des stocks de titres. Voilà, la fonction de Baumol est la suivante. Donc, il va formuler donc la fonction suivante qu'il s'agit de maximiser. Vous avez R fois Y sur 2, c'est le rendement financier que l'agent obtiendrait sans encaisse monétaire. R fois M, c'est le coût d'opportunité de la détention de la monnaie. Et voilà donc, on va retrouver le coût d'opportunité de la détention de la monnaie. A fois Y sur 2M, c'est le coût global de transaction. Tout calcul fait, alors la fonction de demande de monnaie de Baumol, c'est la racine carrée de AY sur 2. Voilà donc ce qui achève ce cours sur les théories de la demande de monnaie. Je vous remercie pour votre attention et bon courage pour votre examen. Merci.